Un projet d'une aussi grande envergure que la réhabilitation de ce territoire implique des études sérieuses et des choix d'urbanisme adaptés et maîtrisés. Ce site exceptionnel interpelle les spécialistes. Ils doivent concevoir le quartier tout en tenant compte des préconisations issues des différents plans d'aménagement du territoire. Écoutons quelques extraits des débats qui ont eu lieu lors de l'atelier du 4 mai dernier. Cette notion d'écoquartier, peut-être elle est restrictive parce qu'on l'apprend au volet environnemental. Mais si on l'apprend avec la notion de nouveaux quartiers urbains, par exemple, c'est-à-dire une approche où il y a une mixité fonctionnelle, une mixité urbaine, une mixité des usages, un transport public intéressant et fiable. Toutes ces questions-là, ça permet de penser à l'innovation dans le milieu urbain d'une manière pluridisciplinaire et transversale. L'élément fédérateur en fait, des projets urbains, c'est l'espace public. L'utilisation de l'espace public. Comment utiliser l'espace public dans le temps? Comment l'espace public est utilisé depuis 6 h du matin jusqu'à 6 h du matin de l'autre matin, et à quoi il sert au printemps, en été et en hiver? Comment optimiser l'usage de cet espace rare qui est l'espace public? Au sortir de la gare, qu'est-ce qu'on doit trouver? On doit trouver le bus comme suite logique du train. En sortant du bus, on doit pouvoir trouver son stationnement vélo. C'est peut-être un arceau simplement posé dans l'espace public. En prenant son vélo, on doit pouvoir l'enfourcher directement sans pouvoir se poser de questions. Emprunter une voirie sûre et arriver chez soi. Donc assurer cette chaîne du départ de la grande ville jusqu'au bout, jusqu'au quartier d'habitation finalement, avec cette logique transport public, mobilité douce qui est sans rupture de charge. Surtout ne pas répéter le même modèle que dans 100 autres villes françaises, et je passe sur tous les pays européens. Je prends l'exemple, par exemple, des bibliothèques. À une époque, il y a 20 ans, on a fait des bibliothèques partout. Le regard sur le patrimoine industriel est un regard qui a changé depuis quelques années. Il nous vient plutôt des pays anglo-saxons, plutôt notamment de tous les projets qui ont été faits sur la Ruhr en Allemagne, où effectivement on s'est dit ce patrimoine-là est aussi du patrimoine. C'est-à-dire que c'est pas, on essaye de ne pas parler de la vacuité économique, mais on essaye de voir comment ces grands objets industriels peuvent venir être restaurés, être réhabilités, être mis en valeur et reparler de cette histoire. La grande richesse de ce territoire, c'est qu'il est vide. Et la plus grande richesse du développement durable, c'est l'espace. La ville durable, c'est celle qui est économe en ressources. Et la ressource numéro 1, c'est l'espace. Qu'il doit y avoir dans ces lieux-là une vie. Et le plus important, le plus difficile pour vous tous qui allez être confrontés au devenir de Dannemarie Lélis, c'est pas qu'on réussisse un beau projet d'architecture, c'est qu'on y vive bien et que les hommes et les femmes qui sont dedans se retrouvent un intérêt à y être, à se développer, à se rencontrer, à se partager ce quartier. Et ça, c'est peut-être la plus belle expérience qu'on puisse avoir quand on est urbaniste, c'est de réussir ce moment où sur le trottoir, les gens se parlent et parlent de leur quartier en disant « il est bien ». Moi, je dis, il faut parler d'immobilité. Il faut être surtout le moins mobile possible. Il faut rester sur place. 80% des déplacements à Paris, c'est à pied. La voie ferrée est un problème. La voie ferrée est une rupture, est une limite. L'eau est une limite, la rue est une limite. Il suffit de se poster un peu sur le problème. Voilà, la limite, elle se franchit. Et on connaît les moyens de franchir la limite. On peut pas se focaliser sur ce problème-là. Sinon, on en oublie les autres. La première idée, c'est de replacer la nature au centre de la ville. Mais la placer au centre de la ville, ça veut dire aussi de la placer au centre du logement. Ce que je trouve intéressant dans ce site, c'est qu'en gros, c'est un site très étendu, très linéaire, qui est souligné par, vous l'avez dit, le coteau, après on a la Seine, après on a les bords de Seine, après on a cette épaisseur non bâtie, cette friche, après on a la voie ferrée. Donc en fait, on a une grande structure générale du site qui n'est pas perturbée, ce qui veut dire qu'on peut commencer à réfléchir à la grande échelle. C'est-à-dire cette grande échelle qui va être capable d'accueillir les petits projets, elle est présente. Ce quartier ne peut pas être réfléchi à son échelle. La dimension de ce territoire, les enjeux qu'il pose, imposent de l'étudier à l'échelle de l'agglomération. Pour moi, la ville ludique, c'est celle qui va demain répondre à nos enfants qui sont nés avec des manettes, qui ne lisent pas les modes d'emploi, qui sont en train de traverser le monde à toute vitesse. Il faut que cette ville, ils ont envie de la vivre et d'y rester. Et pour ça, elle doit être leur ville.
Et si vous arrivez à faire quelque chose ici, il faut que ce soit quelque chose qui soit profondément vécu, profondément partagé, profondément innovant. Il y a aussi la proximité d'une ville-centre, d'une ville historique. Et donc le travail, ça va être comment ce quartier va exister pour lui-même aussi, mais aussi quelle relation il va pouvoir tendre avec le reste de l'agglomération. On doit d'abord redonner du sens au territoire entre la gare et le quartier Saint-Louis, améliorer l'accessibilité par rapport à l'agglomération et intégrer ce cœur d'agglomération vide dans la réflexion globale sur votre territoire.